Lorsqu'un malade s'aventure pour la première fois dans le cabinet d'un psychiatre et s'allonge, paraît à débiter comme un télégraphe poussif quelques échantillons de ses associations d'idées, l'homme de l'art qui se tient tout près de lui, un peu en arrière, un peu au-dessus, ne manque pas d'observer avec exactitude par quelle région de son anatomie son patient prend appui sur le canapé. Autrement dit, quels sont ses points de contact avec la réalité? Certains patients semblent flotter 1 centimètre au-dessus de toute espèce de surface. Jamais ils n'ont touché la terre. Ils ont le mal de l'altitude. D'autres, au contraire, lestés de tout leur poids, s'accrochent si âprement à la réalité que longtemps après qu'ils sont partis, le canapé garde l'empreinte de leur corps de fauve et les marques de leurs griffes. Dans le cas d'Emma Fleet, le docteur George C. George mit longtemps à décider ce qui était meuble et ce qui était femme, et où ceci touchait cela. En effet, disons-le tout de suite, Emma Fleet ressemblait à un canapé. Madame Emma Fleet, docteur, annonça la secrétaire. Le docteur George C. George faillit s'étrangler, car c'était une expérience traumatisante que de voir cette femme s'engager dans l'étroit chemin de la porte. Emma Fleet entra pourtant, alerte comme son nom, creusant le plancher sous son poids comme le plateau d'une énorme balance. Le docteur George lâcha un soupir. Il était en train de l'estimer à 200 kilos sur pied. Emma Fleet sourit comme si elle lisait dans sa pensée. 201 kilos 250, très exactement, annonça-t-elle. Il se surprit à fixer son mobilier avec effroi. Oh, ça résistera, allez, dit l'intuitive madame Fleet, et elle s'assit. Le canapé jappa comme un roquet. Le docteur George s'éclaircit la voix. Avant que vous ne vous installiez, je crois de mon devoir de vous avertir immédiatement et en toute franchise que la correction des anomalies de l'appétit est loin de figurer en bonne place au palmarès de la psychiatrie. Les problèmes du régime et du poids ont toujours résisté jusqu'à présent à notre perspicacité. Mon aveu vous surprend peut-être, et cependant c'est seulement la reconnaissance de nos échecs qui peut nous éviter de nous leurrer nous-mêmes et de recevoir frauduleusement l'argent de nos malades. Ainsi donc, si vous êtes venu chercher de l'aide pour modifier votre silhouette, je me vois dans l'obligation d'avouer mon incompétence. Je rends hommage à cette honnêteté, docteur, dit Emma Fleet, mais je ne cherche pas à perdre du poids. Je préférerais au contraire que vous m'aidiez à gagner encore 50 ou 100 kilos. Oh non, s'exclama le docteur George. Aussi, mais mon cœur ne permettrait pas ce que ma brave petite âme accepterait avec joie. Mon cœur physique pourrait ne pas être à la hauteur de ce que mon cœur aimant et ma volonté attendraient de lui. Elle soupira. Le canapé aussi. Bien, laissez-moi vous exposer mon cas. Je suis mariée à Willie Fleet. Nous travaillons tous les deux pour les tournées d'Hilbeck-Horsenman. On me connaît sous le nom de Dame toute bonne. Et Willie, elle se leva, pâmée, du canapé et se glissant d'un pas languide, ou plutôt escortant son ombre impondérable sur le parquet ciré du cabinet, elle se dirigea vers la porte de l'antichambre et l'ouvrit. Dans la salle d'attente apparut un tout petit homme, avec de tout petits yeux bleus brillant sur une toute petite tête. Raide comme un piquet, il se tenait assis, fixant le mur, sa canne dans une main, son panama dans l'autre. On ne lui aurait pas donné plus de 90 centimètres de haut, et c'est tout juste s'il devait peser ses 30 kilos par temps de pluie.
Mais sur ce petit visage rocailleux brûlait une lueur de génie, fière, farouche, presque violente. « Voilà Willy Fleet !» le présenta Emma d'une voix amoureuse. Puis elle referma la porte. Le canapé la retrouva et geignit encore. Emma rayonnait. Elle se tourna vers le psychiatre qui, sous l'effet de la commotion, gardait les yeux fixés sur la porte de l'antichambre. Il s'entendit lui dire « Pas d'enfant, naturellement ». Un sourire s'attarda sur ses lèvres. « Pas d'enfant, mais là ne réside pas mon problème. D'une certaine manière, Willy est mon enfant, et moi je ne suis pas seulement sa femme, je suis un peu sa mère. Nos proportions doivent y être pour quelque chose. Quoi qu'il en soit, nous sommes très satisfaits de la façon dont nous faisons équilibre. Mon Dieu, si votre problème n'est pas une question d'enfant, de taille, la vôtre ou la sienne, ou de contrôle de votre poids, qu'est-ce donc ? Emma Fleet eut un rire ailé tout empreint de tolérance. C'était le rire charmant d'une petite fille prise au piège de cette vaste gorge et de ce corps énorme. « Patience, docteur, ne devrions-nous pas remonter jusqu'au jour où Willy et moi nous sommes rencontrés pour la première fois ?» Le docteur haussa les épaules, rit aussi, silencieusement, et hocha la tête quelque peu rassuré. « Mais oui, il le faut. Au lycée, commença Emma Fleet, je pesais 90 kilos, et lorsque j'atteignis l'âge de 21 ans, je faisais déjà mes 125 kilos bon poids. Inutile de vous dire qu'à la belle saison, je n'étais pas de tous les pique-niques. La plupart du temps, me laissait en cale sèche. Pourtant, beaucoup de mes amis aimaient être vus avec moi. Elles pesaient pour la plupart dans les 75 kilos, et près de moi se sentaient sveltes et gracieuses. Mais il y a longtemps de cela. J'ai cessé de me faire du souci sur ce chapitre où il y a tout changé. On dirait que Willy est un homme remarquable, se surprit à dire le docteur George. Cette appréciation était contraire à toutes les règles de l'art. Vous l'avez dit, docteur, Willy est un homme remarquable, une mine inexploitée, un talent qui ne s'est pas encore révélé au monde, mais qui couve secrètement sous la cendre. L'enthousiasme commençait à échauffer Emma. Qu'il soit béni. Il a jailli dans ma vie comme un éclair dans une nuit d'été. Il y a 8 ans, pour la fête du travail, j'allais regarder la foire avec une bande d'amis. Elles ne tardèrent pas à disparaître l'une après l'autre. Il y avait là des garçons très entreprenants qui harponnaient les filles et les entraînaient dans la nuit. Vers la fin de la soirée, je me retrouvai seule avec 3 poupées, un sac à main en faux alligator et rien d'autre pour me distraire que de faire perdre contenance à l'homme qui devine votre poids en le dévisageant chaque fois que je passais devant lui, comme si je m'apprêtais à sortir ma pièce et à le mettre au défi de deviner mon poids à moi. Mais l'homme balance ne se troublait pas. La 3e fois que je passai devant lui, je m'aperçus qu'il m'observait fixement, avec respect, mais oui, avec admiration. Et qui donc était l'homme ? Qui ? Sinon Willy Fleet. À mon 4e passage, il m'appela et me dit que j'emporterais un joli lot gratis si seulement je le laissais deviner mon poids. Il était tout fiévreux, tout excité. Il esquissait des pas de danse. Jamais de ma vie je ne m'étais trouvée aussi prise de court. Je rougis, mais je me sentais bien, et je m'assis sur le fauteuil de la balance. J'entendis l'aiguille de la machine prendre l'air en sifflant, et Willy sifflait d'aise lui aussi. Il était aux anges.
145 kilos, s'écria-t-il. Oh, vrai, vrai que vous êtes mignonne. Je suis quoi? Vous êtes la femme la plus mignonne qui soit, répondit Willy en me regardant droit dans les yeux. Je rougis de nouveau, puis je ris. Nous nous mîmes tous deux à rire. Ensuite, j'ai dû pleurer, j'imagine, car j'étais assise là, comme ça, et je sentis qu'il me touchait le coude d'un geste compatissant. Il observait attentivement mon visage un peu inquiet. « Je n'ai rien dit de mal ?» demanda-t-il. « Non. » Je sanglotais un peu, puis je me calmai. « Oh, non, vous n'avez rien dit que de bien, de très bien. C'est la première fois que quelqu'un, demanda-t-il, que quelqu'un s'accommode de ma graisse. Mais ce n'est pas de la graisse. Vous êtes carrée, vous êtes forte, vous êtes merveilleuse. Michel-Ange vous aurait aimé. Titien vous aurait aimé. Et Léonard de Vinci. On s'y connaissait à l'époque. Le volume, tout est dans le volume. Je suis bien placée pour le savoir. Tenez, regardez-moi. J'ai fait des tournées avec les nains de Singer pendant 6 saisons. On m'appelait Jacques le Dé à coudre. Mais vous, ô Dieu du ciel, vous, adorable demoiselle, vous sortez tout droit des heures les plus somptueuses de la Renaissance. Et Bernin, qui a construit les colonnades qui s'épanouissent autour de la façade de Saint-Pierre et autour de l'autel, aurait damné son âme immortelle rien que pour connaître quelqu'un comme vous. « Arrêtez, m'écriai-je, je ne suis pas préparée à tant de bonheur. J'aurai si mal lorsque vous vous tairez. » « Alors, je ne me tairai pas, mademoiselle Emma Gertz. »« Emma, demanda-t-il, êtes-vous mariée? Vous plaisantez? Emma, aimez-vous les voyages? Je n'ai jamais voyagé. Emma, la foire est en ville pour 1 semaine encore. Revenez tous les soirs, revenez tous les jours, pourquoi pas? Discutez avec moi, apprenez à me connaître. Et qui peut jurer qu'à la fin de la semaine, vous ne vous mettrez pas en route à mes côtés? Que voulez-vous insinuer, dis-je. Je ne me sentais pas vraiment en colère, ni même irritée. J'étais fascinée et fort intriguée qu'il se trouvât quelqu'un pour faire des propositions de ce genre à la fille de Moby Dick. Je parle de mariage. Willy Fleet me regardait, respirant avec peine. J'eus l'étrange impression qu'il portait un accoutrement d'alpiniste, avec chapeau tyrolien, chaussures à crampons, piolets et un rouleau de corde passé en bandoulière sur son épaule de bébé. Si je lui avais demandé « Pourquoi me dites-vous ça ?» il m'aurait sans doute répondu « Parce que vous êtes là ». Mais je ne demandais rien, et il n'eut rien à répondre. Nous sommes restés debout dans la nuit, l'un devant l'autre, au beau milieu de la foire, jusqu'à ce que je m'échappe en titubant dans l'allée centrale. Je criai « Je suis saoul! Oh, ce que je suis saoul! Et pourtant je n'ai rien bu !» Derrière moi, j'entendais la voix de Willy Fleet qui me poursuivait. « Maintenant que je vous ai trouvé, jamais vous ne m'échapperez. Souvenez-vous de ça. » Abasourdi, prise de vertige, ébloui par ces grands mots d'homme chantés par une voix fluette de soprano, je m'éloignai de la foire sans trop savoir où j'étais et mis enfin le cap sur la maison. La semaine suivante, nous étions mariés. Emma Fleet fit une pause et regarda ses mains. « Cela vous ennuierait-il que je vous parle de notre lune de miel ?» demanda-t-elle pudiquement. « Non, » dit le docteur, puis baissant le ton, car il répondait avec beaucoup trop d'empressement à son récit, « Je vous en prie, continuez. » La lune de miel. Emma se mit sur le registre Vox Humana.
Sa réplique, modulée par toutes les cavités de son corps, fit vibrer le canapé, la pièce entière, le docteur Georges et tout son squelette. Notre lune de miel fut peu ordinaire. Les sourcils du docteur s'élevèrent imperceptiblement. Son regard passa de la femme à la porte de la salle d'attente, derrière laquelle se tenait assis l'image réduite d'Edmund Hillary, l'homme de l'Everest. Vous n'avez jamais rien vu de pareil à l'empressement de Willy lorsqu'il m'entraîna dans une ravissante maison de poupées, vraiment, mais pourvue d'une grande chambre aux dimensions ordinaires, destinée à devenir ma chambre, ou plutôt notre chambre. Une fois là, toujours très poliment, toujours aimable, tranquille, prévenant jusqu'au bout parfait gentleman, il demanda mon corsage que je lui donnai, ma jupe que je lui donnai. À mesure qu'il dévidait sa liste, je lui tendis les vêtements qu'il nommait, jusqu'à ce qu'enfin, peut-on rougir de la tête aux pieds? On le peut, on l'a fait. Je me tenais là, comme une flambée dans l'âtre ranimée par des vagues successives de rougeur qui m'enveloppaient toutes et changeaient constamment, surgissant et ressurgissant de haut en bas, de bas en haut de mon corps, teinté de rose, de fuchsia, de rose, puis de fuchsia encore. « Mon Dieu !» s'écria Willy. « Tu es le plus adorable camélia géant qui se soit jamais épanoui. » Là-dessus, de nouvelles vagues de rougeur se pressaient à l'intérieur de mon corps, en avalanche secrète, ne se révélant que pour colorer mon épiderme, son enveloppe la plus extérieure, mais aussi la plus précieuse du point de vue de Willy. Devinez maintenant ce que fit Willy. Je n'oserais, dit le docteur un peu démonté. Il se mit à tourner tout autour de moi. Il vous a encerclé, à tourner tout autour de moi comme un sculpteur qui contemplerait un énorme bloc de granit blanc comme neige. C'est lui-même qui le disait. De ce granit ou de ce marbre dont il saurait tirer des formes de beauté encore insoupçonnées. Il tournait et tournait tout autour de moi, en soupirant, hochant gaiement la tête devant le gage de son bonheur, ses petits yeux vifs, ses petites mains serrées l'une dans l'autre. Par où commencer, semblait-il se dire. Par où commencer? Il ouvrit enfin la bouche. « Emma, demanda-t-il, pour quelle raison crois-tu que j'ai fait l'homme balance dans les foires des années durant? Pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai cherché quelque chose de ce qu'en toi je découvre enfin. Été après été, nuit après nuit, mes yeux attentifs ont regardé la balance sauter et s'agiter. Et voici que m'est offerte la possibilité, la manière d'exprimer mon génie, la muraille, la toile vierge qui va recevoir mon empreinte. » Il s'arrêta de marcher, me regarda, les yeux brillants de vénération. « Emma, reprit-il avec douceur, me permets-tu de faire de ta personne absolument n'importe quoi et sans réserve? Oh, Willy, Willy, m'écriai-je, n'importe quoi. » Emma Fleet marqua une pause. Le docteur s'aperçut qu'il était assis sur l'extrême bord de son fauteuil. « Bien, bien, et alors ?» ?»« Alors, répondit Emma, il sortit toutes ses boîtes, ses flacons d'encre, ses gabarits, ses brillantes aiguilles d'argent à tatouer. » « Des aiguilles à tatouer ?» Le docteur retomba au creux de son fauteuil. « Il vous a tatoué ?»« Il m'a tatoué. » «
Willy était artiste en tatouage. Il est un artiste, et c'est presque par hasard que l'art emprunte chez lui la forme du tatouage. Et vous, dit lentement le docteur, vous étiez la toile qu'il recherchait infatigablement depuis qu'il avait atteint l'âge d'adulte? J'étais la toile qu'il recherchait depuis toujours, docteur. Elle se tut un instant, laissant à ces révélations le temps de pénétrer l'esprit du docteur et de s'enfoncer vers les couches profondes de son cerveau, puis, voyant qu'elles avaient trouvé le fond et soulevé de gros nuages de vase, elle reprit avec sérénité. Ce fut pour nous le commencement d'une existence grandiose. J'aimais Willy, Willy m'aimait, et tous deux nous aimions cette œuvre que nous accomplissions ensemble et qui nous dépassait, car il s'agissait bien de créer le plus grand chef-d'œuvre pictural que le monde eût jamais contemplé. Rien moins que la perfection, m'écriai-je moi-même en écho. Oh, l'époque heureuse que ce fut là! Les 10 000 heures si douillettes et si affairées que nous avons vécues côte à côte. Vous ne sauriez imaginer combien j'étais fière de me sentir la vaste plage où, dans une marée de couleurs, fluait et refluait le génie de Willy Fleet. Nous passâmes toute une année rien que sur mon bras droit et mon bras gauche. Un semestre sur ma jambe droite, 8 mois sur l'autre. Et tout cela n'était qu'une ébauche, annonçant l'explosion de détails foisonnante et superbe qui surgit, telle une poussée éruptive, depuis mes clavicules jusqu'à mes omoplates, qui jaillit de mes hanches comme les eaux de 2 fontaines se rejoignant sur mon torse, pour se mêler en un somptueux feu d'artifice à des nus de Titien, à des paysages de Giorgione et à des réseaux d'éclairs dignes du Gréco, cependant que de haut en bas, de bas en haut, mon épine dorsale fourmillait de flammes électriques. Doux Jésus, il n'a jamais existé, il n'existera jamais pareil amour, un amour où 2 êtres se vouent avec autant de sincérité à une œuvre unique et pourvoient le monde d'aussi généreuses portions de beauté. Jour après jour, nous nous élancions l'un vers l'autre avec enthousiasme. Je mangeais de plus en plus, me développais avec les années, et Willy approuvait, Willy applaudissait. Autant de surface supplémentaire, autant d'espace offert à la floraison de son rêve intérieur. Nous ne supportions pas d'être séparés l'un de l'autre, et nous savions qu'une fois le chef-d'œuvre entièrement exécuté, nous pourrions planter là cirque, foire et tréteaux. Dans une vision grandiose, certes, nous évoquions le jour où, signé enfin par le maître, je me promènerai de l'Institut d'art à Chicago à la collection Cress à Washington, puis la Tate Gallery à Londres, le Louvre, les Offices, le musée du Vatican. Nous voyagerions au soleil pour le restant de notre vie. Ainsi passèrent les années. Nous n'avions besoin ni du monde ni de personne. Nous étions l'un à l'autre. Pendant le jour, nous travaillions à notre petit métier, mais dès le soir tombé, et jusqu'après minuit, Willy retrouvait ma cheville, Willy reprenait mon coude, Willy remontait les pentes fabuleuses de mon dos jusqu'à la crête enneigée de talc. La plupart du temps, il refusait de me laisser voir son travail. Il n'aimait guère que je regarde par-dessus son épaule, ni par-dessus mon épaule en l'occurrence.
J'attendais souvent des mois, folle de curiosité, inondée de ses encres brillantes et noyée dans l'arc-en-ciel de son inspiration, avant qu'il me permette d'admirer les quelques centimètres carrés dont avait progressé son ouvrage. 8 ans, 8 extraordinaires années de béatitude. Et puis un jour, ce fut fini. L'œuvre était achevée. Willy se laissa tomber sur son lit et dormit 48 heures d'affilée. Moi, je reposai près de lui, mammouth blotti contre son petit agneau noir. Il y a de cela seulement 4 semaines, docteur. Il y a 4 petites semaines que notre bonheur est mort. Je vois, dit le docteur, vous et votre mari souffrez sur le plan de la création, de ce que nous appelons en termes techniques le baby blues, c'est-à-dire l'état d'abattement qui s'empare d'une mère après la naissance de son enfant. L'œuvre est achevée. Une période d'apathie, de tristesse même suit invariablement. Alors raisonnez-vous un peu. N'êtes-vous pas assuré de recueillir bientôt le fruit de votre long labeur? Vous allez faire le tour du monde. Non, s'écria Emma Fleet, et une larme jaillit de sa paupière. Willy peut fuir à tout moment et ne jamais revenir. Il s'est mis à rôder dans la ville. Hier, je l'ai surpris en train d'astiquer sa balance de foire, et aujourd'hui, il est bien retourné à sa baraque pour la première fois depuis 8 ans, docteur. Seigneur, fit le psychiatre, il pèse d'autres femmes. Oui, il cherche de la toile neuve. Il ne me l'a pas dit, mais je le sais. Cette fois, il va trouver une femme encore plus lourde, 250, 300 kilos. Voilà un mois que je sens ce qui se prépare, docteur, depuis le jour où nous avons achevé le chef-d'œuvre. Alors j'ai mangé, oui, davantage encore. Ma peau s'est tendue, toujours plus, si bien que de petites places blanches sont apparues ici et là, comme des accrocs qu'il a bien fallu que Willy raccommode, qu'il remplisse de détails nouveaux. Je me suis gavée comme une folle, mais aujourd'hui, docteur, je n'en peux plus. Je suis épuisée, au bord de la folie, et le dernier accord est fait. De mes chevilles à ma pomme d'Adam, il ne reste plus un millionième de centimètre carré où coincer un dernier démon, un derviche, un ange baroque. Je suis pour Willy un travail terminé. Maintenant, il veut passer à autre chose. Il fera, j'en ai bien peur, 4 autres mariages, pour le moins, et chaque fois la femme sera plus vaste et la fresque plus monumentale jusqu'au jour où mon Willy tirera le bouquet final de son génie. Depuis une semaine, tout lui est sujet à critique. Critiquerait-il son chef-d'œuvre avec un grand C? Demanda le docteur. Comme tous les artistes, il a le souci splendide de la perfection. Il découvre maintenant de petits défauts à son ouvrage. Ici un visage dont la teinte ou la texture n'est pas exactement telle qu'il l'a souhaité. Là une main légèrement déformée par l'effet du régime d'eau-graisse que je me suis imposé pour engraisser encore. Lui offrir encore un peu d'espace neuf et ranimer par là son intérêt. La vérité, c'est que je n'étais pour lui qu'un commencement. À présent, il a fini son temps d'apprentissage. Il lui faut du travail sérieux. Oh, docteur, je suis sur le point d'être abandonnée.
Et qu'est-ce qu'une femme portant ses 200 kilos et toute placardée d'illustrations peut attendre de la vie? S'il part, que ferai-je? Où irai-je? Qui voudra de moi? Me retrouverai-je perdu dans le monde comme je l'étais avant mon bonheur fou? Un psychiatre, dit le psychiatre, n'a pas coutume de donner des conseils. Cependant, s'écria-t-elle avec véhémence, un psychiatre doit laisser le patient découvrir le remède et se guérir lui-même. Pourtant, dans mon cas, oui, poursuivez. Cela semble si simple. Pour garder l'amour de votre mari? L'amour de mon mari, oui. Le docteur sourit. Il vous faut détruire le chef-d'œuvre. Quoi? Effacez-le. Débarrassez-vous-en. Vous arriverez bien à faire disparaître ces tatouages, n'est-ce pas? J'ai lu quelque part que d'un bond Emma Fleet fut debout. Oh, docteur, c'est ça. Bien sûr que cela peut se faire. Et qui mieux est, Willy lui-même le fera. Il lui faudra 3 mois, rien que pour me laver, me libérer de ce chef-d'œuvre qui l'agace maintenant. Alors, je retrouverai ma blancheur virginale, et nous nous remettrons à l'œuvre pour 8 longues années, puis 8 autres encore, puis 8 autres. Oh, docteur, je sais qu'il acceptera. Peut-être même attendait-il seulement que je le lui suggère. Et moi, stupide, je n'ai rien deviné. Oh, docteur, docteur! Et elle le broya entre ses bras. Quand le docteur se fut libéré, heureusement intact, elle s'écarta un peu et se mit à tourner en rond. Comme c'est étrange, dit-elle, en une demi-heure, vous avez résolu le problème de ma vie pour les 3000 jours qui viennent, et même davantage. Vous êtes très fort, docteur. Je paierai ce que vous voudrez. Mon modeste tarif habituel suffira, répondit le docteur. Je brûle d'impatience de l'annoncer à Willy. Pourtant, puisque vous avez été si habile, vous méritez bien de voir le chef-d'œuvre avant qu'il ne soit détruit. Ce n'est guère nécessaire, madame. Si, s'écria-t-elle en déboutonnant son manteau monumental. Il faut que vous appréciez de vous-même l'esprit rare, le coup d'œil, la main d'artiste de Willy Fleet avant que nous en commencions un nouveau. Ce n'est pas vraiment... Voilà, dit-elle, et le manteau s'ouvrit tout grand. Le docteur ne fut pas tellement surpris de découvrir qu'elle était complètement nue sous son manteau. Sa gorge se serra, ses yeux s'écarquillèrent, sa mâchoire tomba. Il se rassit lentement, bien qu'en réalité une part de lui-même fût tentée de rester au garde-à-vous, comme du temps qu'il était petit garçon et que venait l'heure du salut au drapeau, mais il restait là, confondu, cloué à son siège, fixant des yeux la femme aux ampleurs continentales, où rien, où pas un trait, pas un point n'était ni dessiné, ni peint, ni tatoué aucunement, nu, intact, sans ornement, sans une ligne, sans une seule image. Il avala une nouvelle fois sa salive. Mais madame Fleet s'était de nouveau drapée de son manteau, avec le sourire victorieux d'un acrobate qui vient d'accomplir un tour difficile. Elle fit voile vers la porte. « Attendez, dit le docteur. » Mais elle était dans l'antichambre, balbutiant, chuchotant « Willy, Willy !» Elle se pencha vers son époux et se mit à souffler des mots dans son oreille minuscule jusqu'à ce que les yeux de Willy s'arrondissent.
et que sa mâchoire énergique et passionnée se décroche de surprise. Il se mit à battre des mains avec enthousiasme et s'écria « Docteur, docteur, merci, merci !» Le petit homme s'élança vers le docteur et, saisissant sa main, la secoua fermement. La chaleur de cette poigne dure comme pierre étonna le docteur. C'était la main d'un homme qui s'est voué à son art. Sur son visage farouchement illuminé, les yeux brûlés d'un feu sombre. « Tout va s'arranger !» s'écria Willy. Le regard hésitant du docteur passa du petit Willy à ce gros ballon qui lui offrait son ombrage et le tirait de toutes ses amarres, impatient de reprendre son ascension béate. « Nous n'aurons pas besoin de revenir, jamais. » Mon Dieu, pensait le docteur, croit-il vraiment qu'il l'a enluminé de la poupe à la proue? Et joue-t-elle le jeu pour ne pas le contrarier? Est-il fou? Ou bien est-ce elle, au contraire, qui se croit tatouée de pied en cap, et lui et qui se fait complice de sa fantaisie? Est-elle folle? Ou, ce qui serait un comble, croient-ils tous les deux que le grand Willy a refait là le plafond de la chapelle Sixtine et que le corps de son épouse fourmille d'un essaim de figures d'une beauté et d'une éloquence rare? Croient-ils? Savent-ils tous deux? Se plient-ils chacun aux caprices de l'autre dans un univers aux dimensions particulières? Faudra-t-il revenir vous voir? Demanda Flit une seconde fois. Non. Le docteur exhalait une prière. Non, je ne pense pas. Et pourquoi? Parce qu'il venait de faire, par une grâce absurde et presque par hasard, il venait de faire, n'est-ce pas, la chose à faire, en prescrivant un remède pour un cas à peine entrevu, il avait opéré une guérison complète. Pas vrai? En conseillant la destruction du chef-d'œuvre, sans chercher à savoir si elle ou lui croyaient, ou s'ils croyaient tous deux à son existence, il avait fait d'Emma une toile nette, séduisante, toute belle, si c'était bien là ce qu'elle demandait. Et si Willy, de son côté, cherchait une peau de femme neuve à griffonner, à barbouiller de tatouages imaginaires, il y avait aussi son compte, ma foi, puisqu'on lui rendait une Emma blanche et intacte. « Oh, merci, docteur, merci, merci !»« Ne me remerciez pas, » répondit celui-ci. Il allait ajouter « Je n'ai rien fait. Tout cela n'est qu'une plaisanterie, un coup de veine, une surprise. J'ai dégringolé les marches et je me suis retrouvé sur mes pieds. Au revoir, au revoir !» Et l'ascenseur commença à descendre, entraînant la grosse dame et le petit monsieur vers les profondeurs d'une terre qui, soudain, me paraissait plus trop solide et dont les atomes s'écartaient pour les laisser passer. « Au revoir, merci, merci, merci !» Ils avaient déjà bien dépassé le 4e étage, quand leurs deux voix, répétant toujours son nom et louant la puissance de son esprit, finirent par se perdre dans le silence. Le docteur regarda autour de lui, rentra dans son cabinet d'un pas mal assuré. Il ferma la porte, s'appuya contre la boiserie. « Docteur, » murmura-t-il à présent, « soigne-toi toi-même. » Il fit quelques pas. Il ne se sentait pas tout à fait réel. Il fallait qu'il s'allonge, ne serait-ce qu'un moment. S'allonger? Où? Mais sur le canapé, voyons, sur le canapé.